Maintenant qu'on a vu quelques éléments de réponse à qui nous sommes, ce que nous sommes, avec des éléments de réponse objectifs, on voit toute la complexité de ce que nous sommes au niveau individuel, objectif, au niveau individuel subjectif, mais aussi au niveau collectif, aussi bien interobjectif qu'intersubjectif. Et maintenant qu'on a vu aussi que nous sommes en lien avec le monde qui nous entoure, le réel objectif, la réalité du monde et la réalité de soi-même à travers des représentations subjectives que nous nous faisons du monde et de nous-mêmes, et des représentations qui elles-mêmes ne sont pas réelles, qui sont subjectives, qui sont représentatives, au même titre que le tableau de Magritte a une réalité objective en tant que tableau, mais ce tableau qui représente une pipe n'a pas de réalité objective en tant que pipe. Il a une réalité subjective ou représentative en tant que pipe. Donc, je suis en lien avec le réel objectif à travers les représentations subjectives que je me fais et des représentations qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire qui ne relèvent pas du réel objectif. La question qui se pose maintenant est comment sont produites mes représentations? Nous avons eu quelques éléments de réponse à travers, entre autres, cette intervention de Anil Seth, neuroscientifique, dans sa conférence « Notre cerveau hallucine notre réalité consciente ». Il nous explique comment nous représentation, nous faisons des images prédictives qui vont être les plus proches et ou les plus pertinentes par rapport à ce que nous percevons et comment elles se construisent à travers ce que nous avons emmagasiné, à travers ce que nous sommes. Donc, il y a tout un processus qui fait que nous sommes stimulés par nos sens et nous percevons notre environnement à travers nos sens. Et donc, ça, c'est un élément de réponse, comment sont produites nos représentations de façon neurologique, physiologique. Maintenant, la question, c'est, nous sommes effectivement dotés d'un processus interne de représentation, tel que décrit par ce neurologue. Et la question que nous nous posons maintenant, c'est quels éléments de réalité de ce que nous sommes participent à ce processus. Il y a eu quelques éléments de réponse présentés par Anil Seth, mais on va les détailler un peu plus. Alors, nous avons ici une représentation qu'on va découvrir petit à petit, et nous allons commencer par nous poser la question de comment le monde nous impacte-t-il? Quel impact le monde a-t-il sur moi? Alors, on va partir du monde, qui est représenté ici. Voilà le monde réel, le réel objectif. Alors, qu'est-ce qui fait l'interface? Quel est le contact avec le monde réel objectif? Eh bien, ce sont nos sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez, là, j'en ai mis un sixième qui regroupe tous ceux qui ne font pas partie de ces cinq-là. Énergétique, la proprioception. Donc, il y a, de façon, pour être rigoureux, je rajoute quelque chose qui englobe tous les autres que ces cinq qui sont très évidents. Et à partir de ces sens, de ces stimuli, nous les recevons dans notre cerveau. Et j'ai illustré notre cerveau, notre système nerveux au sens large, avec une illustration du cerveau et aussi des intestins qui, dit-on, est notre deuxième cerveau, dans lequel il y a aussi des neurones, en moins de grande quantité bien sûr, mais voilà, nous sommes tout un système qui va traiter les informations. Et j'illustre le processus à travers lequel nous allons créer nos représentations avec cette boîte noire que j'appelle PDCR, processus de création des représentations. Et à partir de ce processus, eh bien, nous créons effectivement les images, les représentations, les conceptions
que nous allons avoir, de ce que nous percevons, de notre environnement, des personnes autour de nous, des situations, de nous-mêmes. Et nous allons avoir ce processus de représentation en lien avec l'extérieur, mais nous pouvons aussi nous représenter les choses à partir de ce que nous nous représentons. Voilà, on peut se faire des films à partir de ce que l'on perçoit, des choses qui ne sont pas forcément en lien avec les choses à l'extérieur. Donc voici de façon succincte l'impact que le monde a sur nous, à savoir nous le percevons à travers nos sens, et nous, à partir des informations que nous percevons, maintenant qu'on voit que effectivement nous sommes en lien avec le monde à travers les représentations que nous en avons, et d'ailleurs c'est l'impact que le monde a sur nous, a pour conséquence la production de ces représentations. Grande question, comment sont produites ces représentations? Comment se produisent les représentations que je me fais du monde, de moi-même, des situations, des autres? Elles sont traitées dans notre système nerveux qui va produire des images, des représentations dans notre système mental cognitif. Alors maintenant que nous avons identifié que le monde, l'impact qu'a le monde sur nous se fait à travers les représentations que nous en faisons, la question est comment sont produites mes représentations? Qu'est-ce qui participe à la production de mes représentations? Alors, bien évidemment, et ça a été expliqué dans cette vidéo de ce neuroscientifique, nous construisons nos images à partir de ce que nous avons emmagasiné comme information. Donc, nous avons emmagasiné des informations à travers nos expériences, et donc il va y avoir tous nos souvenirs, toute notre mémoire, tout ce qu'on a vécu, qu'on garde en souvenir, en mémoire. Il va bien sûr y avoir la façon dont on a été conditionné, c'est-à-dire l'environnement socio-culturel dans lequel on a évolué, la langue que l'on parle, l'éducation qu'on a eue, la famille qu'on a eue, le pays, les conjonctures qu'on a traversées. Enfin, ça, les conjonctures qu'on a traversées, c'est plus dans l'histoire, dans nos souvenirs et dans nos expériences, mais la culture, les traditions, les religions, tout ça, tout ce conditionnement culturel, social participe, va influencer la façon dont on va se représenter les choses. Bien sûr, on ne va pas réagir et se représenter la même chose que l'on vive en Chine, en Australie, en Tunisie, en Angleterre ou au Groenland. Bien sûr, ça va constituer des éléments qui vont participer à la façon dont on va produire nos représentations. Ce qui, dans un autre registre que je vais appeler sous forme d'héritage, va aussi participer à la façon dont on va se construire la représentation, c'est ce dont on va hériter, non pas en termes de vécu ou en termes de conditionnement culturel ou social, mais ce dont on va hériter de notre environnement de façon informelle, invisible, transgénérationnelle, comme par exemple nos parents ou nos grands-parents ont vécu des choses et ils ont gardé des traces avec des peurs qui vont conditionner leur comportement. Eh bien, nous allons être influencés et imprégnés, on va hériter de certains aspects de ce qu'ils portent. Par exemple, je suis de la génération de personnes, je suis d'une génération où mes parents ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où mes grands-parents l'ont vécu aussi, ont eu des stigmates de la Première. Mes arrière-grands-parents ont fait la Première Guerre mondiale. Des périodes très troublées, très difficiles. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont manqué, il y a eu du rationnement, les gens ont eu faim. Et cette notion de manque que donc nos parents, vos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu sont patents. Pour eux, ils l'ont vécu. Mais nous, on est une fratrie de 5 enfants,
Je me souviens quand on était gamin, on servait tout le monde, il y avait à manger pour tout le monde à table, mais la première chose qu'on allait piquer avant de commencer ce qu'il y avait dans son assiette, c'est on allait piquer ce qui restait dans le plat. Alors qu'on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, on a toujours mangé à notre faim. Donc il y a des comportements qui sont comme ça, comme s'il y a une peur inhérente qui est là, qui ne nous appartient pas en tant que conditionnement, qui ne nous appartient pas en tant que souvenir, expérience de vie, mais que l'on porte en héritage. Et qui va donc influencer la façon dont on va se représenter les choses, le monde, nous-mêmes. De la même façon, nous avons pu nous-mêmes vivre des situations douloureuses, traumatisantes, donc, et garder des blessures. Et de ces blessures sensibles, de ces blessures douloureuses ou pas, hein, même c'est douloureuse dans le passé, mais on en garde le souvenir et les traces émotionnelles, ça va aussi influencer la façon dont on va se représenter les choses. Quelqu'un qui a été abandonné, qui souffre d'une blessure d'abandon, va être particulièrement sensible ou de rejet, va être particulièrement sensible à certaines situations qui pourraient venir appuyer sur le bouton, comme on pourrait dire, pour déclencher cette blessure, pour toucher cette zone sensible. Et du coup, ça va nous faire réagir différemment. Et on peut avoir aussi quelque chose qui peut considérablement influencer la façon dont on se représente les choses, ce sont les peurs que nous portons. Les peurs que nous portons de toutes sortes, hein, qui peuvent venir de nos conditionnements, de nos souvenirs, de notre expérience, de ce dont on hérite, de nos blessures. Et effectivement, les peurs vont fortement influencer la façon dont on va interpréter, se représenter les situations ou les personnes. Il y a même dans ces peurs-là des peurs innées, des peurs viscérales, comme la peur du vide, comme la peur des serpents. C'est automatique. Et il y a des expériences qui ont été menées comme ça, juste sur le fait que s'il y a un morceau de bois qui traîne sur le bord du chemin et que le morceau de bois peut ressembler vaguement à un serpent, même si on ne voit pas clairement ce que c'est, le cerveau va automatiquement l'interpréter comme un serpent et va nous faire réagir automatiquement par peur. Et ça, ce sont des mécanismes de survie, on peut dire, qu'on porte de toute l'histoire de l'humanité dans son évolution et qui fait que ce caractère de prédiction de danger qui privilégie le danger, très attentif et qui va se représenter le danger, même si ça n'en est pas un, a été un facteur de survie